Et si le temps devenait notre allié? Bienvenue dans le bon tempo. Je suis Claire Lebleu, exploratrice des justes temps et créatrice de ce podcast qui parle de notre rapport au temps, dans une société où l'accélération constante est devenue la norme. Et dans lequel j'interroge des résistants sur leur décélération positive. Prendre le temps de s'interroger sur notre rapport à la consommation. Poser un regard différent sur la société d'hyper-consommateurs que nous avons créée. Dans ce contexte de crise systémique profonde, c'est ce que je vous propose aujourd'hui pour ce 4e épisode du Bon Tempo, où j'ai le plaisir d'échanger avec Anaëlle Saurigné, 29 ans, blogueuse, coach et auteure du livre « On ne sauvera pas le monde avec des pailles en bambou ». Dans son bouquin, Anaëlle s'adresse à celles et ceux qui oscillent entre enthousiasme et désespoir et qui cherchent un second souffle écolo pour agir en phase avec leurs valeurs tout en prenant soin d'eux. Une invitation à la déconsommation pour se reconnecter à ses émotions et ses désirs et ainsi s'engager sur le long terme pour une meilleure transition personnelle et collective. Allez, c'est parti! Vous verrez, Anaëlle ne mâche pas ses mots et ça fait du bien. Bonne écoute. Bonjour Anaëlle. Salut Claire. Alors, ma première question, c'est déjà, pourquoi as-tu écrit ce livre et en gros, quel a été ton cheminement? Pourquoi? Parce qu'on me l'a demandé, enfin en tout cas c'était ça le point de départ, on m'a sollicité pour écrire un livre. C'est quelque chose qui arrive souvent quand on est blogueuse. Et donc c'était je pense au printemps, début d'été 2019, j'ai été contactée pour écrire un livre et j'ai d'abord dit non. Et puis finalement, j'ai pris l'été pour y réfléchir et à la rentrée, j'étais prête et motivée. C'est un rêve d'enfant en fait, d'écrire un livre. Mais moi, je rêvais plutôt d'écrire de la fiction et d'ailleurs, c'est toujours le cas et j'y travaille en ce moment. Mais donc du coup, c'est parti de là et ensuite, ça a été cheminement, c'est le mot, peut-être même chemin de croix par moment, mais ça n'a pas été facile tout le temps parce que je cherchais comment mettre vraiment ma patte dans ce livre, pas écrire des choses qui ont déjà été écrites et réécrites, et notamment, je voulais surtout pas faire ce que j'appelle un catalogue de petits gestes écolos. Déjà parce qu'il y a énormément de ressources et d'ouvrages là-dessus, donc je voyais pas ce que je pourrais apporter de plus, d'autant qu'il y en a qui sont très bien. Et puis, moi, personnellement, je sentais bien depuis mi-2019 que ça m'intéressait plus tellement. Enfin, je continue à faire évidemment des petits gestes, à faire attention à plein de choses, mais c'est plus trop de ça dont j'avais envie de parler en fait, et je savais pas trop de quoi j'avais envie de parler à la place. Donc en fait, c'est finalement l'écriture du livre qui m'a permis d'explorer ça. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est fatigué d'être écolo un peu ou de se préoccuper de l'avenir, quoi. Oui, c'est ça. Tu le présentes très bien. Moi, je trouve effectivement au début, tu expliques justement ton cheminement en disant que quelque part, tes premières années en tant que blogueuse, t'as créé un blog pour parler d'écologie en essayant de dédramatiser le sujet, en y apportant un petit peu de légèreté. Et puis, moi, ce que j'ai lu à travers les lignes, et c'est peut-être juste mon interprétation à moi, c'est qu'à un moment donné, tu as commencé peut-être à un peu moins y croire en parlant de justement tout ce qui est un petit peu petit geste. Et quand je dis moins y croire, c'est que je pense qu'à un moment donné, tu as ressenti que en fait, ça n'allait pas assez vite, une espèce de forme de découragement. Et j'ai l'impression que dans ton bouquin, effectivement, en fait, tu arrives à passer justement ce fameux cap, à mon avis, dans lequel beaucoup de personnes sont en train d'aller ou sont peut-être déjà, qui est ce cap de en fait là aujourd'hui je sais plus, je suis un peu découragée et là j'ai l'impression que je suis un peu en train de sombrer dans la dépression. Ouais. Et comment on fait avec tout ça?
Bah oui, clairement. Je pense que toute personne ayant une sensibilité écolo a expérimenté cette frustration de il y a un problème gravissime qui se pose à nous, d'une ampleur inédite et en plus avec toutes les réactions enfin comment dire, les réactions en cascade auxquelles on peut s'attendre, on peut même pas concevoir tout ce qui peut se passer. Donc il y a un contraste entre ça, la gravité de la situation et puis le côté franchement dérisoire quoi des mesures qui sont prises et le peu de pouvoir et d'impact qu'on peut avoir nous individus seuls face à un problème d'une telle ampleur. Et donc le truc à cet endroit, c'est de pas sombrer, quoi. Enfin, et moi, du coup, quand j'ai senti que je sombrais, j'ai pris de la distance avec tout ça. En fait, j'ai beaucoup moins lu sur le sujet. Je me suis beaucoup moins documentée. Je me suis ouverte à réouverte à d'autres pans plus légers de ma vie, comme mon côté créatif. Je sais pas, le simple fait de dessiner ou des choses comme ça parce que je sentais que c'était trop lourd. Et puis l'autre facette, c'était que faire de toutes ces émotions très désagréables qui, même si je tentais, même si je tentais de les mettre sous le tapis, étaient quand même là, quoi. On le ressent, de les étouffer, ouais. Bah ouais, t'as beau les mettre dans la cocotte, fermer la cocotte et t'asseoir dessus, à un moment il y a trop de pression, quoi. Donc du coup, il y avait un peu ce double questionnement, quoi. Comment je remets du sens sur mes actions quotidiennes et puis par ailleurs comment émotionnellement je traverse ça, quoi. Ce qui est pas très, enfin, les collapsologues en ont parlé un peu avec les étapes du deuil, mais sinon globalement les émotions dans l'écologie c'est pas traité, quoi. Mais c'est ça que, en fait, ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans ton livre. J'ai aimé parce que ça m'a fait du bien, parce que je me suis reconnue et parce que j'ai l'impression que tu abordais des sujets justement qui sont, je sais pas si c'est des sujets qui sont tabous ou si, je pense que c'est encore des sujets qui sont tabous, qu'on n'ose pas aller, par exemple, consulter ou aller en parler à des amis en disant voilà, en ce moment, moi, j'arrive plus à respirer, je sais plus comment faire. Et oui, donc c'est un mot qui vient. Je me souviendrai toujours la première fois où j'ai lu ça dans un magazine où ça parlait d'éco-anxiété. Ouais. Et là, je pense que en fait, il y a peut-être beaucoup de personnes qui peuvent se reconnaître dans ce nouveau mal de notre société, l'éco-anxiété. Il n'y a pas que l'éco-anxiété. C'est une émotion du spectre de tout ce qu'on peut ressentir face à la crise écologique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être plutôt très en colère ou plutôt très tristes. Il y a toute une palette en fait, mais le point commun, c'est que c'est des ressentis désagréables. On vit dans une société où il faut pas avoir ce genre de ressenti parce que ça pourrit l'ambiance, parce que en gros, si on a des émotions difficiles, c'est qu'on se laisse aller ou qu'on fait pas preuve d'assez de volonté pour être optimiste ou j'en sais rien ou que ça se fait pas en société. Bref. Donc du coup, tout ça rend très 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 tabou le fait d'avoir des émotions difficiles. Ça leur donne pas d'espace pour être exprimés et quelque part ça les aggrave parce que ça dramatise complètement le fait d'avoir des émotions qui sont pourtant on ne peut plus normales et naturelles. Enfin, les 5 émotions de base, j'ai dit 5, j'espère que je vais pas en oublier une, mais c'est la joie, la colère, la peur et la tristesse et je crois la 5e ça doit être la surprise mais je suis pas sûre. Mais en tout cas dans les émotions de base ou c'est peut-être le dégoût la 5e, mais dans les émotions de base il y en a qu'une qu'on connote positivement alors que les 5 sont normales et naturelles donc ça en dit beaucoup sur notre rapport aux émotions quoi. Même la joie d'ailleurs on la censure aussi parce que si quelqu'un exprime sa joie un peu trop bruyamment on va lui dire de se tenir de pas faire trop de bruit, de se contenir, etc. Donc bref, il y a vraiment un truc où on se met en travers de nos émotions, alors que les émotions, c'est juste des vagues qui nous traversent. Normalement, c'est ça qu'elles font, elles nous traversent, elles portent une information pour nous. La colère, par exemple, c'est souvent le signe que nos limites ont été franchies ou que nos valeurs profondes ont été touchées.
Donc il y a des infos en fait dans ces émotions, et donc non seulement on les laisse pas nous traverser, donc on n'accède pas à ces informations, ce qui est très dommageable pour vivre une vie qui a du sens et qui nous ressemble. Et deuxièmement, si elles nous traversent pas, ça veut dire qu'elles restent à l'intérieur, et ça monte, ça augmente la pression, et c'est très lourd de porter tout ça. Et puis un jour, ça explose. Et ça peut exploser un jour. Il y a des gens qui, pas forcément, hein, ça dépend chez qui en fait. Il y en a qui vont passer leurs nerfs sur le monde entier, il y en a qui vont faire des dépressions, il y en a qui vont être anxieux toute leur vie. Enfin voilà, ça s'exprime très différemment chez les uns ou chez les autres. Il y en a qui vont avoir l'impression d'être anesthésiés, tu sais, de rien ressentir et de traverser la vie comme un bloc de glace. Enfin voilà, ça dépend vraiment des gens. J'aime bien aussi ce passage où tu expliques que en fait les adultes, eux, hyperventilent parce qu'on sait couper de nos émotions. Ouais. C'est exactement ça, ce sentiment de suffoquer, j'arrive pas à respirer. Alors que quand on est enfant, vraiment, on vit avec nos émotions. On a de grosses vagues émotionnelles et tu vois, là, en parlant, je me vois en train de dire à mes enfants, ok, je vais t'aider à gérer tes émotions. Et je pense que derrière, à mon avis, dans mon inconscience, et puis à les canaliser aussi, parce que là, ça déborde un peu trop. Donc, en fait, ça va pas. Je suis déjà en train de commencer à leur dire de les étouffer. Il y a toute une société derrière toi qui te dit de faire ça, hein, donc il y a pas à se flageller ou quoi, il y a juste à le remarquer et à faire différemment si tu as envie de faire différemment. Ouais. Mais oui. moi j'ai pas d'enfant, mais j'ai un chien depuis bientôt 1 an, et c'est pareil, c'est hyper instructif. En fait, ma chienne, quand elle a une émotion forte, elle se secoue. Tu vois, quand elle a peur, elle vit son émotion, et ensuite, une fois que c'est passé, elle se secoue pour finir de la balayer, tu vois. Genre, ça c'est vécu, merci, on passe à autre chose, tu vois. Et quand il pense, c'est quand même d'une simplicité désarmante, en fait. J'ai peur, je vais pas me demander est-ce que c'est ok de montrer que j'ai peur, ou est-ce qu'on va penser ça de moi, blablabla, mais elle s'en fout complètement, en fait. Elle a peur, point, et une fois que c'est passé, elle se secoue, et voilà, qu'est-ce qui se passe? Ah, une croquette, super, tu vois. Et finalement, ce qui lui permet, comme les enfants, de passer beaucoup plus facilement d'un état à un autre, c'est que elle reste pas 3 plombes avec son émotion de peur, elle la vit, et puis merci, au revoir, quoi. Et ça, c'est un truc, ce rapport direct aux émotions, cette simplicité émotionnelle, en fait, on a vachement de mal à y accéder avec toutes les croyances et tous les tabous qu'on se trimballe là-dessus. C'est très compliqué, quoi, de vivre ces émotions. Donc il n'y a pas d'éducation émotionnelle, en fait. Est-ce que toi, justement, dans ta vie, tu as eu l'impression à un moment donné d'être un peu déconnectée de tes émotions? Ouais. Ou est-ce que tu as toujours... Et comment tu as fait pour te reconnecter? Le moment le plus évident pour moi, c'est quand je suis tombée malade, parce qu'à 24 ans, on m'a diagnostiqué la maladie de Crohn, et c'est une maladie auto-immune qui s'attaque au système digestif. Alors moi, c'était l'intestin. Et en gros, c'est un moment où vraiment, j'ai pris conscience de ma propre mortalité, en fait. Enfin, vraiment, ça m'est apparu plus réel que jamais. Il y a eu beaucoup de choc sur choc émotionnel, et après ça, j'étais un peu verrouillée émotionnellement. Il y avait beaucoup de choses c'est pas qui me touchaient plus, c'est pas vrai, mais j'avais l'impression que ça me touchait plus, en fait. T'as fermé. Ouais, j'ai fermé, c'est ça. T'as pris le verrou. Paf, c'était ta façon de te protéger. Ouais. Et du coup, quand j'ai réouvert, quand j'ai soulevé le tapis, je fais ah oui, ah ouais, tout ça quand même, aimé. Il a fallu lui un peu de temps pour écouler le stock de tout ce qu'il y avait sous le tapis, quoi. Mais on meurt pas, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une crainte un peu inconsciente de mais oui, mais si j'ouvre le robinet, je vais me noyer, c'est horrible, la peur va m'engloutir et je vais jamais m'en remettre. Mais en fait, ce qui nous engloutit, c'est de lutter contre la peur ou la colère ou la tristesse, ou c'est pas l'émotion en elle-même. Enfin, ça peut être un moment très intense, mais ça a toujours une fin, quoi. Toujours. Tu évoques certains outils pour réussir à être à l'écoute de ses émotions, dont un outil, là aussi, c'était pas la première fois que j'en entendais parler, mais ceci dit, je n'ai pas entendu parler beaucoup de fois du travail qui relie. Moi, j'avais noté que c'était une forme de thérapie collective. En fait, c'est pour expérimenter la reliance, le lien
Un des axes, c'est de prendre conscience qu'on est relié aux autres et aux êtres humains, on est relié au reste du vivant, on est interdépendant et relié à tout ça. La première étape, c'est de s'ancrer dans la gratitude, c'est-à-dire de prendre conscience de toutes les choses pour lesquelles tu as de la reconnaissance, en fait. Et puis, ensuite, tu vas aller honorer ta peine pour le monde. Apparemment, ça peut susciter des ressentis assez intenses, quoi. C'est pour ça aussi que c'est important de le faire avec des gens en qui on a confiance, des facilitatrices ou des facilitateurs vraiment aptes à encadrer d'éventuelles émotions très fortes qui ressurgissent. Et puis, après, tu peux changer de regard sur la réalité. En fait, en gros, tu vas revisiter les croyances que tu as sur le monde dans lequel tu vis pour vraiment quitter la logique dominant-dominé. Et une fois que tu as changé de regard et que tu as vraiment cette envie de changer de cap qui t'anime, tu peux aller de l'avant et vraiment t'engager sur des choses qui font sens pour toi. De vraiment arrêter de croire que tu dois tout faire et d'aller te concentrer sur ce qui fait vraiment sens pour toi et puis agir. C'est ça aussi qui doit être super intéressant, de se dire finalement on n'est pas isolé et finalement tout ce processus qu'on a fait avant, c'est un processus qui de ce que je comprends permet de se recharger en énergie et d'être à nouveau créatif pour envisager une sorte de renouveau. Oui, carrément. Et puis il y a un truc qui est très important, c'est dans cette étape où tu visites, moi j'aime bien dire vidange toutes tes émotions difficiles. En tout cas, tu leur fais de l'espace pour les vivre, les reconnaître et les laisser te traverser. Il y a quelque chose qui change vraiment à cet endroit-là. C'est-à-dire que il y a de l'énergie à récupérer avant de vivre ces émotions. Ton énergie, elle est sur maintenir le couvercle de la cocotte fermé, tu vois. Ça te demande une énergie de fou, en fait, d'empêcher tout ça de sortir. C'est un process d'anti-gaspillage, tu vois. Enfin, il y a vraiment quelque chose de toute l'énergie que je gaspille à m'empêcher de vivre des émotions et à contester la réalité telle qu'elle est, je vais la récupérer et je vais tout mettre là où j'ai du pouvoir. Et donc, en termes d'impact et de puissance d'action, forcément, c'est décuplé, quoi. J'ai adoré le titre de ton livre aussi. On ne sauvera pas le monde avec des pailles en bambou. Bah ouais. Et tu abordes notamment la fable qui est souvent mise en avant, la fable du colibri. Ouais. En disant tout le bien que tu en penses, avec tes propres mots. Et en gros, tu dis, OK, il est quand même grand temps de passer à autre chose et de se poser surtout la question de l'impact plutôt que de vouloir soigner notre conscience. Déjà, on sent le coup de gueule dans le titre. Mais c'est parce que j'en peux plus. Je reçois 3 mails par semaine d'une nouvelle start-up qui s'est lancée pour sauver la planète. Pour ça, ils commercialisent des pailles en bambou fabriquées à l'autre bout du monde et achetées en dropshipping sur AliExpress, 50 centimes l'unité et revendues pour la modique somme de 5 € la paille, quoi. Et j'en peux juste plus de recevoir ce genre de mail, surtout pour un objet aussi foncièrement inutile qu'une paille. Et globalement, le greenwashing, j'en peux plus, quoi. En fait, c'est surtout pour ça que je me suis excitée après la fable du colibri, parce que elle est beaucoup instrumentalisée. La consommation éco-responsable, c'est pas une réponse à la crise écologique, en fait. C'est la déconsommation, la vraie réponse. Enfin voilà, tout le monde tourne autour du pot parce que ça vient chatouiller ce en quoi on aimerait croire. En gros, on peut tout faire pareil en mettant du vert et de l'éco et du green partout à la place de ce dont on a l'habitude. Mais ils vont la première, hein. Mais en réalité, quand on se pose 5 minutes pour regarder, à part décroître, il n'y a pas 36 options qui s'offrent à nous. Et sur la fable du colibri, c'est juste que j'ai tellement de lecteurs qui m'écrivent en me disant qu'ils sont épuisés parce qu'ils essayent de donner de la tête partout, en fait. Et ça, j'essaye de le faire bien, et ça, j'essaie de le faire bien, et ça, j'essaie de le faire bien. Et je vois, c'est souvent des femmes, mais pas que. C'est des gens qui s'épuisent, en fait, à essayer d'être irréprochables par des micro-actions qui, en fait, on va pas se mentir, au niveau global, ne changent pas grand-chose. Et ça me désole, en fait, de voir autant d'énergie et d'autoflagellation sur ça,
alors que ça a pas un impact dingue, quoi. Donc c'est aussi pour ça que je critiquais un peu la fable du colibri. Et donc la question de l'impact, pour moi, c'est plutôt que de vouloir tout faire parfaitement, choisir l'endroit où on sait qu'on aime faire ce qu'on fait, qu'on est bon, qu'on a de l'impact et mettre son énergie là-dessus. C'est une invitation à quelque part à se rassembler soi, à rassembler son énergie pour la mettre dans une direction où un, on a du pouvoir et deux, on aime en fait agir. Voilà, ce qui veut pas dire que, parce que j'aime bien ces propos sont vite caricaturés. J'ai jamais dit qu'il fallait arrêter les petits gestes. Enfin d'ailleurs, j'ai jamais rien dit. Je ne suis personne pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Mais moi, je continue de faire des petits gestes, de faire attention à plein de choses. Mais juste quand je vois que ça devient un aspirateur à énergie, j'arrête quoi. C'est vraiment important de le dire pour pas complètement se décourager et de se dire comme là finalement j'y arrive plus, je lâche tout complètement. En fait, il faut regarder le global. Regardons le global, arrêtons de nous faire mal et puis remettons un petit peu de légèreté dans tout ça, du désir, du plaisir. Et là, j'ai envie de te demander aussi, est-ce que tu te considères comme une collapsologue? Est-ce que je crois que la civilisation telle qu'on la connaît va s'effondrer petit bout par petit bout? Oui, clairement. Je pense que là, ce qu'on est en train de vivre, ça a commencé en fait. L'année 2020, elle donne un petit aperçu de ce qui nous attend. Tout ce que je sais, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, la qualité la plus importante à développer, c'est la résilience, c'est la capacité à pas résister à ce qui se passe. Et je suppose que des multiples effondrements qui vont se produire naîtront des opportunités. À nous de nous en saisir. Moi, je résiste à la réalité, mieux ça se passe, oui, c'est sûr. Ça veut pas dire qu'on devient mou, qu'on fait plus rien, qu'on n'a plus de volonté, qu'on s'en fout de tout. Il y a des choses qui sont hors de notre contrôle, hors de notre pouvoir. Moi, j'ai fait le choix maintenant de concentrer uniquement mon énergie là-dessus. Alors, ça veut pas dire que des fois, je m'égare pas du côté de l'impuissance, mais en tout cas, je travaille pour toujours ramener là où j'ai du pouvoir et du contrôle. Je me dis, si demain, c'est plus possible d'être coach, s'il y a plus d'internet, machin, je ferai autre chose, en fait. C'est pas grave. Voilà, il y a un autre sujet, donc j'ai envie qu'on revienne là-dessus vraiment, où tu dis, mais moi j'en ai marre. De toute façon, la réponse, c'est déconsommons. Pourquoi, à ton avis, on a cette espèce de dépendance, hein, et toi, j'ai l'impression que c'est quelque chose où tu arrives un petit peu à t'en défaire. Et comment est-ce que tu as fait ce processus? Ça rejoint l'éco-psychologie, là, ce dont on a parlé un peu plus tôt avec le travail qui relie. J'écoutais une émission de France Culture l'autre jour. Il y avait Michel Maximeger qui parlait et qui disait en gros, quand on regarde pourquoi les gens se passionnent pour la consommation, on se rend compte qu'il y a des manquements, des manques qui sont de l'ordre de l'être, des besoins de reconnaissance, des besoins d'amour, de lien, de sens qui sont pas comblés. Et donc, au lieu de se tourner vers lui, ce qu'il appelle les sources primaires de satisfaction, c'est-à-dire la nature, une vie spirituelle, et ça ne veut absolument pas dire une vie religieuse, hein, une vie spirituelle, où il y en avait un troisième, je sais plus ce que c'est, les gens vont se tourner vers les sources secondaires de satisfaction dans la possession, dans le faire, et donc dans la consommation. Et donc du coup, l'hypothèse qui formule en fait et que j'ai aussi formulée dans le livre, c'est que si on a autant besoin de consommer, c'est parce que ça comble des vides en fait, tout simplement. Ça comble des vides de l'ordre de l'être avec une majuscule quoi. Les vrais désirs ne peuvent pas être les mêmes pour tout le monde, c'est pas possible en fait. Donc du coup, c'est de la conformité sociale. Mais c'est pas du tout les désirs qu'on a au fond de nous, en fait. Ça n'a rien à voir. Enfin, les vrais désirs, c'est pas des désirs de possession, en fait. Ou c'est rarement des désirs de possession. L'être humain, il a une pulsion de vie, c'est le désir. Ton réservoir inépuisable d'énergie, il est sur ce que t'as vraiment envie de faire. Et pas sur ce que le voisin a envie de faire, ou sur ce qui fait bien de faire, ou sur ce que la société attend de toi que tu fasses.
Alors que quand tu te branches sur ce que toi vraiment t'as envie de faire, parce que ça fait sens pour toi, parce que ça te met en joie, parce que ça te nourrit, ben là, bizarrement, les obstacles, ouais, ok, il y a des contraintes, ouais, ok, c'est pas facile, mais je me sens l'énergie de passer outre parce que c'est vraiment quelque chose qui part de moi et de ce que j'ai envie de faire. C'est pas facile, je trouve, de juste, par exemple, se poser à soi-même cette question. Quels sont mes désirs? Et puis un désir, en fait, c'est quoi? Est-ce que c'est effectivement un plaisir immédiat? Non, le désir, c'est pas des plaisirs immédiats, c'est comment dire ça? Je me mets à la place de mon fils de 9 ans. C'est quoi ton désir, chérie? Ah, bah moi, je voudrais avoir le même jeu que mes copains à Noël, parce que là, en ce moment, il y a tout le monde qui joue à ça dans la cour de récréation. Est-ce que c'est ça, un désir? Les vrais désirs, ça part de toi, vraiment du fond de toi. Ça suppose du coup que tu fasses de l'espace à l'intérieur pour écouter ce que tu veux vraiment. Les faux désirs, ça part de la peur en fait, souvent de l'envie de contourner des émotions difficiles. Hein. De toute façon, on en revient toujours à ça. Je fais une hypothèse, hein. Je dis pas que c'est vrai pour ton fils, mais là, par exemple, ton fils, son désir, il peut très bien partir d'une envie de conformité en fait au groupe social. Et cette envie de conformité, elle part de la peur. C'est que ça, c'est encodé dans nos gènes. Si t'es hors du groupe, tu meurs, en fait. Et c'était le cas quand on était... dans le passé, c'était le cas. Si t'es banni du groupe, ça signifie la mort, et pas uniquement la mort sociale, vraiment la mort physique. Donc du coup, ça, déjà, on en a hérité de ça dans l'inconscient, peut-être même dans nos gènes. Donc déjà, il y a à mettre de la conscience sur ce biais pour pouvoir reprendre du pouvoir dessus, parce que si tu n'as pas conscience de ce biais, tu ne peux rien faire avec. Et ensuite, voilà, il y a la question, qu'est-ce qui est plus important pour moi, en fait? Est-ce que c'est de jouer au même jeu que tout le monde pour appartenir au groupe, pour pas être rejeté ou banni? Ou est-ce que c'est de jouer au jeu qui me plaît le plus? Quand t'es adulte, tu peux faire ce travail-là, quoi. À un moment donné, tu évoques un outil qui est l'exercice de la vision et de la projection à 20 ans. Un outil pour réussir justement à mettre le doigt sur quel est vraiment mon désir et ma source d'énergie sur le long terme. C'est pas parce que là, aujourd'hui, ta vision à 20 ans, c'est ça, que tu fais un contrat signé dans le sang que dans 20 ans, tu seras là. C'est donner une direction à ton énergie. Par exemple, moi, je dis un truc au pif, dans 20 ans, je veux être une écrivain, vivre de l'écriture et voilà, et être une écrivain de fiction, une autrice de fiction connue. Du coup, une fois que t'as posé ça et que t'as pris le temps de sentir si vraiment c'était quelque chose qui te met de la joie, qui t'excite, si t'as zéro émotion en regardant ta vision à 20 ans, il y a quelque chose de louche. C'est qu'apparemment, c'est des désirs qui partent de la tête et pas des tripes ou du cœur, quoi. Donc, une fois que tu regardes ta vision et qu'elle te met en joie ou en excitation, tu peux regarder ton quotidien. Qu'est-ce que je fais concrètement dans mon quotidien qui va dans cette direction? Ah ouais, en fait, j'écris jamais. J'ai toujours mieux à faire que d'écrire. Je sais très bien que dans cette optique-là, je ne serai jamais écrivain. C'est pas possible. Parce que je suis pas en train de... Apparemment, il y a des choses qui passent avant mes désirs. Donc, soit c'est pas un vrai désir, soit j'ai pas assez de considération pour mes désirs. C'est l'un ou l'autre. Et là, c'est pareil. C'est à chacun de regarder et de sentir ce qui est la bonne réponse pour lui ou pour elle. Ça te permet de regarder si ton quotidien est vraiment en accord avec ce que tu veux, en fait. Parce que s'il y a le piège de se dire de toujours remettre à demain ce qui est bien. Et c'est le truc de je profiterai quand je serai à la retraite, je profiterai ce week-end, je profiterai aux vacances. En fait, tu remets toujours le bien-être à demain. Et quand tu remets toujours le bien-être à demain, il arrive jamais, quoi. Et en même temps, est-ce que finalement être à l'écoute de ses désirs, pourquoi est-ce que c'est pas si naturel que ça? Parce que ça veut dire quelque part qu'on est à l'écoute de soi, qu'on est moins à l'écoute de l'autre. Enfin, il y a qu'une fois que ta cruche est pleine, en gros, que tu peux donner ton rab aux autres, en fait. Une espèce de croyance que si tu prends soin de toi, tu vas délaisser les autres, alors que au contraire, quand tu prends soin de toi, quand tu respectes tes besoins, déjà tu offres à l'autre un miroir dans lequel il peut faire ça pour lui-même. Ça peut l'inspirer complètement de respecter ses propres besoins. Et sinon, en fait, t'as l'impression de donner alors qu'en vrai, tu viens pomper, quoi.
D'ailleurs, j'en parle dans le livre, c'est ce qu'on appelle le triangle dramatique en psychologie, ou le triangle de Karpman aussi, c'est la même chose. C'est vraiment en apparence, je me soucie des autres, mais à un niveau inconscient, en fait, je me soucie de moi. On croit que l'égoïsme, c'est faire passer ses besoins avant ceux des autres, alors que la véritable définition de l'égoïsme, c'est demander aux autres qu'ils fassent passer mes besoins avant les leurs. Ok, est-ce que je peux te demander, en fait j'aime bien poser cette question en fin d'interview, si tu as une œuvre que tu aimes bien, toi, recommander autour de toi? Moi, le truc qui me fait beaucoup de bien en ce moment, c'est d'être au contact de l'univers alors c'est Anne Wisoni, la série sur Netflix. C'est aussi les livres, parce que c'est tiré d'une série de livres qui s'appelle Anne, je crois que le tome 1, c'est Anne de Green Gables, c'est Les Pignons Verts en anglais. Et puis après, il y a toute une série de livres, c'est des romans pour enfants, mais franchement, quand t'es adulte, ça se lit très bien. Et en fait, c'est l'histoire d'une orpheline qui débarque dans une petite ville de l'île du Prince-Édouard au Canada, et qui elle est hyper passionnée, elle a pas du tout sa langue dans sa poche, elle a un sens profond, aigu de la justice, et en fait elle va faire des émules dans cette ville, et voilà, elle va tout bousculer par sa simple présence, et je trouve ça et parce qu'elle demande la permission, elle incarne en fait ce qu'elle est sans demander la permission, elle est vraiment tellement passionnée. Et je trouve ça très très inspirant sur comment tu peux impacter très fort les choses en incarnant plutôt qu'en revendiquant. Ouais. J'adore. Et puis en plus, bon, il y a tout un univers nature, papillon, machin, qui moi me fait vachement de bien. C'est le gros bonus. Mais c'est vrai que je trouve ça éblouissant comment dans l'histoire elle fait bouger des trucs. Juste parce qu'elle est tellement ok avec ce qu'elle veut, et elle est tellement ok avec ce qu'elle est, et voilà, et avec sa personnalité entière, que du coup, son énergie à elle fait bouger tout le monde autour d'elle, et c'est passionnant. Enfin, c'est fascinant comme en plus c'est magnifique. Enfin bref. Ouais, génial. Et puis on ressent quand on parle que l'énergie arrive jusqu'à toi, quoi. Elle est contagieuse. Ah bah ouais. oui. Oh, ça c'est de la bonne énergie. La fiction, c'est parce que là, tu as envie de raconter les récits aussi. C'est une autre façon de les toucher, de porter des messages. Ouais, carrément. Puis déjà, je kiffe écrire de la fiction. On va le dire simplement. Et quand tu kiffes, tu t'envoies beaucoup plus d'énergie que quand tu kiffes pas. Puis voilà, moi, quand je vois le nombre, typiquement l'univers d'Anne Wisoni, comment ça m'inspire dans ma vie de tous les jours, je me dis qu'en fait, j'ai trop envie de faire pareil avec mes lecteurs, quoi. J'ai envie que mes histoires, ça leur donne des idées, de l'énergie, que ça leur permette de se sentir compris, soutenu, pas seul, de mieux se connaître. Enfin voilà, j'ai vraiment envie de faire ça par l'écriture. En tout cas, merci parce que tu m'as fait passer un bon moment. Pareil, c'était très sympa d'échanger avec toi. Le mot crise en grec signifie décision et renvoie à l'idée d'un moment charnière. En cela, j'ose espérer que la crise que nous traversons aura un impact positif sur nos modes et rythmes de vie. Cette crise est aussi une crise philosophique. Je rejoins complètement Anaëlle sur le fait que nous avons besoin de nous reconnecter à nos vrais désirs pour sortir de cette spirale infernale de l'avoir et ainsi se réapproprier nos vies et notre relation au temps. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura été utile. J'avais envie de partager mes découvertes et les sujets qui me font du bien, en espérant que ce soit également le cas pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos retours et à me dire ce que vous en avez pensé, si cela vous a été utile et à défaut pourquoi, en m'envoyant tout simplement un email à claire.lebontempo@gmail.com. Et je suis tout oui si vous souhaitez que j'aborde d'autres sujets et solutions pour nous aider à faire du temps notre allié. Et si vous souhaitez me soutenir, la meilleure façon de le faire est de faire circuler cet épisode et de me mettre 5 étoiles dans votre application. Pour être au courant des prochains épisodes, je vous invite à vous abonner au podcast Le Bon Tempo.